s'il vous plaît. Miss Fanny, comment vous avez fait pour être allez-y, Fabrice. Réponds à la question. Calmez-vous. Vous êtes trop rebelle. Donc, madame, ce que nous disons ici, on ne va pas sortir du débat, parce que ces gens-là tentent de nous sortir du débat. Nous disons que oui, M. Alassane Ouattara ne doit pas être candidat. Et il ne sera pas candidat. Parce que nous allons contraindre le RDR à respecter la loi. Et nous allons l'y contraindre par les moyens que nous offre la loi. Parce que j'entends ces messieurs dire, si vous descendez dans les rues, mais je ne sais pas pourquoi, leur champ lexical, c'est celui de la voyousie et de la guerre. Madame, la loi prévoit les manifestations publiques. C'est encadré par la loi. Mais ces messieurs, dès qu'ils s'expriment, c'est le champ lexical de la confrontation armée. Dès qu'ils s'expriment, c'est le champ lexical du désordre. Non, madame, nous sommes respectueux de la loi. Donc nous disons que oui, pour nous, le président Laurent Gbagbo, et je le réaffirme ce soir, il est le candidat du PPACI à l'élection présidentielle de 2025. Et il n'y aura pas d'autres candidats. Et le président Laurent Gbagbo sera candidat. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons commencé à collecter nos parrainages pour soutenir sa candidature. Donc nous sommes très fermes là-dessus. Et nous rappelons aussi fermement que ceux qu'ils disent que le discours du président Laurent Gbagbo n'a pas de valeur à leurs yeux. Mais oui, parce que le discours du président Laurent Gbagbo, il comporte des valeurs. C'est un homme, c'est un leader qui est au combat pour défendre sa dignité, pour défendre son honneur. Mais eux, ils ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le sens de l'honneur. Ils ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas le sens de la dignité. Parce qu'ils sont dans une vision matérialiste du monde où les soutiens s'achètent, où c'est des enveloppes qu'on fait circuler, où on lui paye son billet pour venir à Abidjan. Donc, ils ne comprennent pas qu'un homme puisse aller au combat pour défendre son nom, pour défendre le nom qu'il lègue à ses enfants, pour défendre l'histoire qu'il lègue à ses partisans. Et c'est pourquoi il n'arrive pas à saisir la pertinence du combat que le président Laurent Gbagbo dit mener. Il ne dit pas que je vais me battre parce que mon rêve absolu c'est d'être président. Il dit je vais me battre pour mon honneur et pour la Côte d'Ivoire. Parce que oui, ce monsieur, il a un honneur. Il l'a envoyé à la CPI, madame. Il pourrait plus refuser de se soumettre à ce tribunal. Il y a des détenus à la CPI qui ont refusé de se soumettre au tribunal. Il a répondu à la madame la juge, je suis là et que le procès se tienne, nous irons jusqu'au bout. Mais il était dans la même démarche de défendre son honneur. Mais il a fini par gagner son procès et il était réhabilité. Et on l'accuse de crimes contre l'humanité. Il gagne son procès et on nous ramène à Abidjan et on nous dit la BCAO. On l'a rappelé, la BCAO n'a rien perdu. Quand ces messieurs disent que non, il a pris la BCAO et l'a braqué. Mais je rappelle que, pendant que M. Alassane Ouattara était au Golfe, il a reçu sa pension dans ses premiers ministres de janvier à avril. Est-ce qu'il a retourné l'argent? Je vous mets au défi de prouver que pendant qu'il était au Golfe, contestant Laurent Gbagbo, il a reçu sa pension, c'était un droit d'ancien Premier ministre dans son compte bancaire. Il n'a pas retourné l'argent. Le juge, madame, qui a jugé le président Laurent Gbagbo pour le prétendu braquage de la BCAO qui l'a condamné. Mais ce juge-là, demandez-lui qui lui a payé son salaire de janvier à avril. Mais c'est justement l'argent de la Côte d'Ivoire qui était à la BCAO qui a permis de payer cette juge qui a condamné le président Laurent Gbagbo. Madame, ça manque de cohérence. Donc, entre celui qui dit l'autre État a de l'argent quelque part, je vais l'utiliser, payer les enfants de la Côte d'Ivoire, pour ne pas qu'ils meurent de faim. Et celui qui dit embargo sur les médicaments et tout, c'est celui qui a pris l'argent de la Côte d'Ivoire pour permettre aux Ivoiriens de vivre qui n'auraient pas de la dignité. Mais madame, tous ces juges qui étaient assis dans cette salle, ce jour-là qui ont condamné le président Laurent Gbagbo, demandez-leur qui lui a appelé le salaire des gens. Si le président Laurent Gbagbo était un braqueur, mais tout ce monde-là, c'est tous des receleurs. Si le président Laurent Gbagbo était un braqueur, tous ceux qui étaient à l'hôtel du Golfe et qui ont reçu les salaires, mais madame, ce sont des receleurs, ils devraient se retrouver en prison. Il faut qu'on soit sérieux. Et nous le disons, mais fermement et calmement. Nous n'accepterons pas que le nom et l'honneur du président Laurent Gbagbo soient bafoués. Nous n'accepterons pas que ses droits soient piétinés. Et nous allons nous battre selon les moyens que nous offre la loi. Nous ne prendrons pas les armes parce que nous ne sommes pas outillés pour ça. Ce n'est pas dans notre ADN. Mais nous utilisons tous les moyens démocratiques mis à notre disposition par la loi pour nous faire entendre. Il faut que cela soit entendu et il faut que cela soit dit. Et c'est ce que je viens de dire. Blaise Lasma. Merci beaucoup. Merci à Fabrice. Je trouve malheureux cette tentative de discrédit. C'est pas sain. Et puis on peut s'affronter sans aller en dessous de la ceinture. C'est pas intéressant. Mais bon, c'est pas grave. Alors ce que je voudrais dire, j'ai entendu même l'auditeur parler de bilan inattaquable. Je répète, et ça je le dis depuis un moment, l'heure du bilan n'est pas encore arrivée. Mais quand ça va arriver, on va venir faire ce bilan. Et je me suis porté candidat pour attaquer le bilan de Ouattara. Parce que quand on dit un bilan, on regarde tes promesses que tu as faites en 2010.
et puis on met notre vécu actuel en corrélation avec tes promesses. C'est comme ça qu'on t'évalue. Quand tu dis aux Ivoiriens, si je deviens président, l'accès aux soins primaires seront gratuits, l'école sera gratuite, mais ce n'est pas la réalité que nous vivons. C'est ça qui est un bilan. Quand tu dis aux Ivoiriens, je vais faire de telle sorte que vous puissiez avoir des maisons à 25 000 francs par mois, vous serez propriétaire, donc l'accès à la propriété. Mais est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a des maisons de 25 000 francs qu'au bout d'un certain moment qui reviennent aux souscripteurs? Non, c'est ça qui est un bilan. Le bilan, c'est l'état moral de la société. Quand vous prenez le fer, la geste aussi, les primes des éléphants, les impôts, il y a plusieurs structures de l'État qui ont été saccagées par les barons du régime, qui ont volé impunément, mais des milliards et des milliards, sans qu'un d'entre eux ne soit emprisonné. Quand on parle de ça, ils disent « Ah, café cacao sur Gbagbo ». Mais Gbagbo, il a emprisonné les gens. Il a emprisonné la femme d'Afin Guessan. Parce que c'est un homme qui est correct, c'est un homme qui est pauvre, c'est un homme qui est intègre. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça qui est le bilan. Le bilan, c'est quand l'État de Côte d'Ivoire active des mécanismes de protection parce qu'ils ont souscrit à des fonds vautours. Madame, ça fait honte, ça fait pitié. Comment un grand économiste comme ça, tu vas prendre crédit ou tu ne dois pas prendre? Au point où quand c'est chaud sur toi, tu cours pour dire protégez-moi. C'est ça qui est le bilan. Et le bilan, on va en parler. Et ça ne va pas leur plaire. Le nombre d'écoles qu'ils ont. Moi, à Mako, il y a une école que je connais. Ils prennent une école qui existe déjà et ils mettent un peu de peinture. Ils disent à partir d'aujourd'hui, c'est lycée 1 et 2. Et ils ont fait ça dans beaucoup d'endroits. Le bilan, là, on va auditer aussi la dette. Le bilan, on va ressortir les infrastructures qui ont été financées par le contrat de désendettement qui a été octroyé, qui a été validé par Laurent Gbagbo. Le bilan, on va aussi parler de ce que d'autres États nous ont fait. Il y a des États qui nous ont fait des échangeurs. Ici, il y a des États qui nous ont fait des hôpitaux. Le bilan, on va parler de l'utilité de certaines infrastructures, là où le CHU de Yopougon ne fonctionne pas de façon optimale. Le bilan, nous sommes prêts pour ça. Mais ce n'est pas l'heure du bilan. Donc, dites-leur, laissons à faire des bilans là. Prochainement, on va programmer un truc à faire des bilans. Même Gbagbo, il n'a pas conçu d'école, il n'a pas conçu d'hôpitaux. On va apporter la preuve que c'est faux. D'accord, mais comme vous dites que c'est voilà, pas l'heure du bilan... Non, j'ai dit ça parce qu'ils reviennent systématiquement sur ça. Et moi, je compte sur vous. Quand ils commencent, dites-leur arrêtez. C'est pas ça. Alors, on parle du discours de Gbagbo. Je laisse tomber l'éligibilité de Ouattara. Et ça, je pense, de M. Ouattara, s'il vous plaît, je pense que ce débat-là ne doit plus se faire normalement. Vous savez, une nation, un pays, c'est les tests. Un pays, c'est la Constitution. Quand celui qui est censé défendre la Constitution arrive à violer cette Constitution-là, l'ordre social est brouillé. Et on n'arrive pas à s'épanouir dans un tel pays. Vous voyez, on dit ça va, mais pourquoi les Ivoiriens traversent la Méditerranée en masse? On dit ça va, pourquoi les Ivoiriens se suicident autant? On dit ça va, madame, en prison, des gens ont la drogue, ils ont des grenades, on les tue en prison. Madame, c'est que ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut qu'on revienne aux fondamentaux. La loi fondamentale doit être respectée. Celui qui doit être candidat doit l'être, mais celui qui ne doit pas l'être, même quand il a l'armée, même quand il a la police, même quand il a à sa disposition des microbes, il doit se dire lui-même non. Je vais donner quelques secondes. Et puis je vais finir par ça. Laurent Gbagbo, on parle de procès qui a eu lieu. Mais soyons factuels, la BCEAO dit on ne m'a pas braqué. Mais pourquoi vous insistez à nous faire croire qu'il y a eu braquage? Fabrice Lago l'a dit, on va allait à la Cour africaine des droits de l'homme parce qu'on n'était pas d'accord avec le verdict qui a été prononcé ici. Cette cour-là, l'État de Côte d'Ivoire a souscrit à cette cour à travers Charles Djibril Kofi. Voici le papier qu'elle a. Mais cette cour-là a dit, et voici nos papiers qu'elle a, je vais vous donner pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Cette cour-là dit, demande à l'État de Côte d'Ivoire, ordonne de réintégrer le nom de Gbagbo sur la liste étoile. C'est nous qui sommes pour le respect du droit et de la justice. D'accord, merci Blaise Las. Merci. Merci beaucoup pour vos temps de parole. Messieurs, je veux rappeler que cette émission a un temps bien imparti et qu'on va devoir la refermer dans quelques instants. Allez-y, Fanny Karim. Oui, Fabrice, lorsqu'il a pris la parole, a dit à un certain moment donné comment tu as fait pour être maire. Ben, j'ai été élu. J'ai gagné les élections en 2013 avec mon mentor, celui qui m'a mis en politique. Et puis en 2018, j'étais face à une liste PDCI et EDS que j'ai battue. En 2023, j'étais face à un candidat PPACI, PDCI sur la même liste que j'ai battu. Voilà, donc voici comment je suis devenu maire. Et puis ça fait plusieurs fois qu'on les entend dire on va auditer, on va auditer, on va auditer. Vous allez auditer dans quel pays, en votre qualité de quoi?
Vous n'allez pas venir au pouvoir, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas gagner des élections dans ce pays. Vous le savez. Parce qu'aujourd'hui, PPAC, que vaut Gbagbo esselé? Laurent Gbagbo. Lui-même, il a appelé tout à l'heure Gbagbo. Hein. Son camarade de parti. C'est pas ton camarade à toi? Ah ouais, c'est un camarade politicien. Non. Bien. Qu'est-ce que Laurent Gbagbo vaut aujourd'hui, esselé? Il ne parle pas avec Simon Gbagbo. Tout le cap là, Gbagbo ne parle pas avec eux. Mais c'est tout ça l'opposition. Vous n'avez pas entendu le CAP dire que Gbagbo travaille contre le... Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Le PPACI n'avait-il pas un représentant au meeting du CAP la semaine dernière? Ben ça, je ne sais pas. Il faut leur poser la question. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Gbagbo, on sait, c'est un secret de polichinelle que Gbagbo n'adresse pas la parole à Fingessa, il n'adresse pas la parole à Charles Blé. Quel est le lien avec le discours? J'arrive, s'il vous plaît, vous allez me laisser développer ça. Il n'adresse pas la parole à Fingessa. Tout ce monde-là, il ne leur adresse pas la parole. Il est seul dans son coin, il envoie des pics même par moment à Tidiane Tam qui serait tantôt danois, qui serait tantôt français, qui serait moitié ivoirien. Tout ça, on a entendu. Donc, Laurent Gbagbo, il va tout seul. Il ne peut aboutir absolument à rien. Mais on a entendu ici, quand Laurent Gbagbo était encore là, il faut que Laurent Gbagbo vienne pour qu'il y ait la réconciliation. Il faut que Laurent Gbagbo vienne pour qu'il y ait la réconciliation. On a même pensé que si le président Laurent Gbagbo rentrait au pays, le lendemain, les Ivoiriens se réveilleraient et puis se mettraient à s'embrasser dans la rue sans distinction. Mais jusqu'à aujourd'hui, il est venu plus divisé avec lui-même que n'importe qui. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, mais son monde a disparu. Il est seul. Mais je les ai entendus beaucoup parler des rébellions, de armes, etc. Je voudrais terminer là-dessus. La rébellion à laquelle ils font référence là, ça n'est pas le RDR. Bien que ce parti n'existe pas aujourd'hui, mais on ne va pas laisser ce mensonge-là prospérer. Ça n'est pas Alassane Ouattara non plus, parce que le RDR, c'était Alassane Ouattara. Je voudrais dire que les deux personnalités, les deux grandes figures de cette rébellion, connues de tout le monde en Côte d'Ivoire comme à l'international, pour lesquelles nous n'avons pas besoin d'enquête pour les identifier comme responsables de la rébellion, c'est bien le sergent-chef Ibrahim Koulibaly et le Premier ministre Guillaume Soro. Et le deuxième, et il ne s'en cache pas, aucun d'entre eux ne se cache de sa responsabilité dans cette rébellion. Deuxièmement, le second, Guillaume Soro, a bien écrit un livre concernant cette rébellion où il a dit pourquoi je suis devenu rebelle, où il a cité Alassane Ouattara et il a témoigné que Alassane Ouattara n'est pas d'âme à prendre des armes ou à créer une rébellion. Donc, ça, vraiment, je voudrais que cela soit clair. Maintenant, si il pense que Alassane Ouattara était impliqué quelque part dans la rébellion, je voudrais leur poser la question. De 2002 jusqu'à 2010, Alassane Ouattara, il résidait où? Le président Alassane Ouattara résidait bien à Abidjan. Mais vous aviez la police, vous aviez la gendarmerie, vous aviez tous les services de l'État. Pourquoi vous ne l'avez pas fait arrêter? Mais il fallait le faire arrêter au lieu de venir vous asseoir ici. Et puis, ceux que vous cherchez à endoctriner, ce sont peut-être ceux qui étaient encore mineurs lorsque vous étiez au pouvoir. Sinon, tous les sachants, vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir quelqu'un. Sinon, je voudrais vous dire, cette rébellion, les responsables sont connus. Ça n'est pas Alassane Ouattara. Ça n'était pas... D'accord. Monsieur Brou Eli nous appelle de Cocody. S'il est toujours là, on va lui donner la parole rapidement. Bonsoir. Oui, bonsoir. On vous écoute. Alors, je voudrais d'abord saluer les intervenants. Commençons par intervenir sur l'entrée de jeu de Nzi Kokura. Nzi Kokura qui nous plaît bien. Quand il commençait son intervention, il a estimé sur la présence des militaires de Laurent Gbagbo. Il a dit qu'il ne valait pas 3 000, plus de 3 000 francs. 3 000 militaires. Mais la question que je voudrais poser à Nzi Kokura, est-ce que quand le président Laurent Gbagbo demande des espaces pour faire des meetings, des espaces dignes de sa personnalité, est-ce que le gouvernement en place accepte de lui octroyer des espaces? L'exemple le plus délicat, c'était à Dabou. Il y a eu des difficultés jusqu'à où il passait jusqu'à en Touraine pour faire le meeting. Donc, les conditions pour payer son poids politique ne sont pas réunies.
Il faut qu'on soit prudent. Et dans ce pays, je crois que la Constitution de la République octroie au président de la République de prendre un décret spécial, exceptionnel, en cas exceptionnel pour la paix. Et je pense que c'est ce même article exceptionnel qui a valu la candidature du président Alassane Ouattara en 2010, dans les accords. Donc, lui-même aussi, je crois qu'il avait un problème avec le résultat des EU où il ne pouvait pas candidater. Et c'est cette mesure exceptionnelle qui a permis au président Ouattara d'être candidat aujourd'hui et de gouverner dans la sérénité. Je pense que quand certaines choses de la même nature se présentent, le président aussi, pour l'amour du pays, s'il en force, doit en faire pareil. Donc, c'est sur ça que je voudrais intervenir. Merci. Si on veut mesurer le poids de Laurent Gbagbo pour voir les militants qui peuvent voir, soit lui soit l'espace qui vit. Et puis, s'il vous plaît, je voudrais terminer avec un dernier point. Rapidement, s'il vous plaît. On vous entend même faiblement. Oui, on vous entend à peine. Oui, allez-y, terminez. C'est à cause de la pluie. Puis un dernier point que je voudrais terminer, c'est la Côte d'Ivoire. Notre loi suprême. C'est qu'aucun Ivoirien ne peut être contraint à l'exil. C'est pourquoi nous réclamons tout. Bon, Elie, merci pour votre appel. On va se contenter de ce qu'on a pu entendre. On n'entend malheureusement pas à la fin de votre intervention. Inzi Kokora, rapidement, en termes de réaction, d'abord, je voudrais dire à Blaise là, ce n'est pas moi qui ai commencé le débat de bas niveau. C'est bien ton ami et frère, ton camarade de parti qui a commencé à s'attaquer à ma vie privée. Il ne sait rien de ma vie. Il parle de ma formation. Qu'est-ce que je suis allé faire aux États-Unis? Est-ce que c'est le débat? Est-ce que c'est le sujet? Ce monsieur a pris l'habitude donc de faire des affirmations gratuites. Sur ce plateau, je n'y étais même pas lorsqu'il a dit à la face du monde qu'on a payé mon transport pour venir aux États-Unis. Non seulement c'est méprisant, tu ne sais rien de ma vie. As-tu les preuves donc de l'achat du billet? Mais tu l'as dit et tu n'arrêtes pas là, tu continues. L'information de ce que tu recevais 3 000 € de la part du Premier ministre à Ahmed Bakayoko Kopé à son âme, mais les informations sont là. Les preuves sont là. Et si tu n'es pas d'accord, tu portes plainte contre moi. S'il vous plaît. Non, je finis rapidement. Mais finissez, vous avez déjà dit, on ne va pas le personnaliser. Non, il a repris en disant, vous a juste répondu. On m'a formé, je suis allé aux États-Unis. Mais en quoi ça t'intéresse? Chacun gère sa vie comme il veut. Je peux aller sur Mars, mais si c'est là-bas que je me sens à l'aise. Mais j'y vais. La fille du président Laurent Gbagbo, bien que son père était président, mais elle était à Washington. Merci de revenir au sujet. Elle ne pouvait pas se sentir à l'aise en Côte d'Ivoire, qu'elle est partie aux États-Unis. Chacun est libre dans ce monde de voyager. Voyager, c'est une expérience qu'on acquiert. Donc il faut descendre de cette façon de faire le débat. Et tout à l'heure, tu as répété en disant ils ont acheté mon billet pour venir en Côte d'Ivoire. Merci, on a bien compris ce point. Il ne faut pas me mépriser. J'ai les moyens de m'acheter un billet d'avion. Et donc, je crois que tu dois arrêter ça. Sinon, je dis, devant les Ivoiriens, peut-être que ça t'a choqué, mais c'est une vérité. Il va falloir donner l'information à tes camarades pour dire que tu recevais 3 000 €. Est-ce que nous, on peut revenir à notre sujet de ce soir, vous voyez, il a commencé à rentrer, oui, Laurent Gbagbo a un bilan. Et on lui demande, il dit le jus d'engrais. Mais il n'a pas inauguré le jus d'engrais. Tu as passé 10 ans de ta vie à gérer un pays sans être capable d'inaugurer une seule infrastructure sanitaire. Et tu trouves que ça, c'est un bilan? C'est malheureux. Laurent Gbagbo a été inapte à gérer un pays. Il n'a rien réalisé de tout ce qu'il a reçu. Mais il laisse donc les infrastructures dans une situation dégradante pour aller payer une vieille usine aux États-Unis, à Fulton. Vous pensez que c'est de la responsabilité? Non, c'est de l'irresponsabilité. Et je crois que les Ivoiriens, c'est à juste titre qu'ils ont chassé Laurent Gbagbo de la tête du pays parce qu'il n'a rien apporté de positif à notre pays. Je suis heureux quand j'entends dire que la loi encadre les manifestations, mais sous vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, la marche de l'opposition de mars 2004, ça fait combien de morts? Plateau a été déclaré zone rouge par le commandant de la garde républicaine de Boblé. Vous ne saviez pas que les marches devaient être encadrées? C'est dans ce pays que des femmes ont été violées parce qu'elles avaient demandé à manifester. Mais la première dame, Simone Yves Gbagbo, mais elle a dit, elles ont cherché le viol. Qu'est-ce qu'elles avaient à être dans une manifestation? Donc vous voulez venir dire aux Ivoiriens aujourd'hui que vous savez maintenant que les marches sont autorisées, encadrées par la loi. Non, les Ivoiriens vous ont vu à l'épreuve.
Et non, ils ont suffisamment parlé. On vous écoute. Non. Et on donc, vous écoute. Voilà, non, donc vraiment, vous êtes très mal placé. En termes de gouvernance, de bonne gouvernance, quand vous partez du pouvoir, selon la fondation Mo Ibrahim, donc qui note la bonne gouvernance dans les pays africains, la Côte d'Ivoire était 46e. Aujourd'hui, nous sommes à la 16e place. Vous prenez le programme MCC, Millennium Challenge Corporation des Américains, la Côte d'Ivoire en 2011 totalisait 4 points sur 20. Mais déjà en 2016, la Côte d'Ivoire était à 17 points sur 20, qui note la gouvernance dans un pays. Aujourd'hui, dans notre pays, vous avez la Cour des comptes qui évalue la gestion donc, de l'État. Sous vous, quel était l'organe en charge donc, de l'évaluation de la gouvernance? Zéro. Ça n'existait pas. Voilà, donc vraiment, on a vu dans ce pays, les Stéphane Kipré, il a volé 4 milliards ici de la filière café-cacao. Et le Premier ministre Afinsan l'a dit. Je vous ai déjà dit, Stéphane Kipré n'est pas sur ce plateau. Non, mais son représentant à vos allégations. c'est son ami. S'il vous plaît, messieurs, on a un agenda à respecter. On aimerait bien rester donc, à ils disent que oui, dans notre pays, il y a des milliards qui sont volés. Vous ne savez même pas comment gérer un pays. Un pays qui fait des détournements, donc un principe de gouvernance, ne reçoit pas de financement de la communauté internationale ou des bailleurs. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a la confiance donc, de nos partenaires. Parce qu'il y a la bonne gestion donc, des ressources que nous engrangeons grâce à nos partenaires. Et donc, les indicateurs sont là. Que ce soit au niveau de la lutte contre la corruption, on était à la 111e. Aujourd'hui, nous sommes à la 87e place. Parce que nous avons mis en place des instruments donc de bonne gouvernance dans notre pays. Vous avez la Cour des comptes qui évalue la gestion donc, de l'État. Vous avez la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Sous vous, quels étaient les instruments mis en place pour évaluer la gestion donc, de l'État? Ça n'existait pas. Tout se passait donc, de façon opaque. Donc, on ne peut pas donner donc, de leçons à la gouvernance du président Alassane Ouattara. D'accord, merci. Je vais commencer avec vous, Blaise Las. Bon, merci beaucoup. Alors, les derniers mots que j'ai entendus de la part de mon adversaire du jour en face portaient sur Stéphane Kipré. Je le répète, c'est-à-dire, même dans l'opposition, on vit. Dans l'opposition, on vit. Peu importe nos ambitions personnelles collectives, peu importe nos situations du moment, il faut préserver beaucoup de choses. Stéphane Kipré, quand tu dis Stéphane Kipré a volé 4 milliards, c'est des accusations graves que tu ne peux pas faire sur un plateau de télé. Parce qu'il n'y a aucun procès qui a été fait à son encontre qui a conclu en ce qu'il ait volé 4 milliards dans la filière café-cacao. C'est de la diffamation. Et ça, c'est pas bon. Mais je vais plus loin. On peut faire la politique avec beaucoup d'élégance. Qu'est-ce qu'on demande? On demande que les règles soient assainies pour qu'on aille à la confrontation des idées. C'est tout ce qu'on demande. On perd, on a perdu. On est opposant, est-ce qu'on ne vit pas? Mais on gagne, on met en place le projet qu'on a prévu pour les Ivoiriens et puis on avance. Mais on n'a pas besoin pour ça de chercher à se discréditer, s'insulter, se menacer, mettre les gens en prison. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on rentre dans l'ère de la modernité. La modernité, c'est qu'on ne discrédite pas, on ne diffame pas les gens. La modernité, c'est qu'on n'emprisonne pas ceux qui ne pensent pas comme soi. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on parle, mais nous, on a parlé de faire la CICOJ, FDFP, Guichet unique, l'INSUT, Café Cacao, impôt, geste aussi, des universités, des ministères. C'est des centaines et des centaines de milliards. Mais pourquoi on ne dit pas de noms? Parce que c'est pas parce qu'on est dans une opposition, dans un débat politique, qu'on va dire, bon, il y a tel, ça ne se fait pas. La politique, c'est pour les gens élégants. C'est surtout ça, c'est pour les gens élégants. Donc, on dit, Gbagbo Laurent n'a rien fait, il n'a pas eu des murs, il n'a pas eu des briques. J'ai dit, on va refaire le bilan. Et ça, j'insiste là-dessus. Mais en même temps, en matière de gestion, d'orthodoxie financière, Gbagbo Laurent, quand il vient au pouvoir, il ne nomme pas au sein du FPI le DG des impôts, de la douane, du trésor. Il fait un appel à compétence. Et ceux qui emportent cet appel à compétence-là ne sont pas de son parti. Gbagbo Laurent, quand il vient au pouvoir, il met en place ce qu'on appelle le SICFIP, le système intégré de gestion des finances publiques, qui permet de réconcilier notre pays avec les institutions financières internationales, qui nous donne même un satisfecit pour la bonne gestion des finances publiques. Quand Gbagbo Laurent vient au pouvoir, il fait voter la loi portant sur la décentralisation, qui permet à chaque département, à travers les conseils généraux, d'avoir les moyens pour impulser un développement endogène. Mais c'est lui qui met en place la clé de répartition inclusive pour que la gestion de ces départements-là n'appartienne pas à la liste qui est sortie vainqueur. Même la minorité était considérée.
Ça, c'est Gbagbo Laurent. C'est un homme de cohésion. C'est votre dernier mot. Fanny Karim, s'il vous plaît, nous sommes à la conclusion. Non, monsieur. Nous sommes à la conclusion. Je vais vous proposer. La loi portant sur la désintégration a été mise en place par Bourgadoudi. S'il vous plaît, Blaise Lass. Proposée par Gbagbo Laurent. Ça n'existait pas avant. S'il vous plaît, oui. Je vais vous demander votre dernier mot. Donc, mon dernier mot, je demande à mes camarades, je les regarde droit dans les yeux, à monsieur le maire, à monsieur Kokora, pensons à la Côte d'Ivoire. Ne pensez pas à vous-même. Ne pensez pas à vos intérêts. Ne pensez pas aux intérêts de ceux qui vous envoient ici. Mais pensons à la Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. Fabrice Lago. Ah, je crois que vous leur aurez donné. Parce qu'ils ont développé vous savez, madame, avant de revenir. Nous, le président Laurent Gbagbo nous l'a appris, c'est sur ça que je vais commencer. Le premier devoir d'un homme, c'est de défendre son honneur. Donc, je réinsiste là-dessus. Les propos tenus par M. Kokora sont diffamants. Je ne porterai pas plainte. Pas parce que je ne peux pas, mais parce que je sais à quoi ça va aboutir. On a déjà porté plainte plusieurs fois pour des cas de diffamation. C'est moi qui suis allé déposer les plaintes. On n'a pas de suite, je ne vais pas en parler ici. Mais je pense qu'il a aussi de l'honneur. Et donc, j'en appelle à son honneur et je lui demande de mettre toutes les preuves sur la place publique. Ça, je pense que s'il a un peu d'honneur, un peu de dignité, parce que j'ai vu une vidéo qui passait, une dame disait qu'il a volé l'argent de Tontine par les États-Unis. J'espère que ce n'est pas pour ça qu'il cherche d'autres voleurs pour s'associer à lui. Mais je répète, devant les Ivoiriens, et je mets n'importe qui au défi en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais reçu de l'argent de Ahmed Bakayoko. Et je ne sais même pas pourquoi il m'en donnerait. Voilà, je le répète. Et M. Kokora dit va nous fournir les preuves, on attend. Mais je vais revenir sur ce qui est fondamental pour les Ivoiriens. C'est ce qui nous intéresse. Le discours du président Laurent Gbagbo. Madame, nous sommes le PPACI. Et nous disons que le président Laurent Gbagbo demeure notre candidat à l'élection présidentielle de 2025. Dès la semaine prochaine, nous entamons des tournées à l'intérieur du pays pour collecter nos parrainages. Nous avons achevé notre projet de société. Donc, nous préparons activement l'élection présidentielle. Et c'est justement parce que nous la préparons que nous demandons des conditions d'élection libres, démocratiques, transparentes et inclusives. Nous répétons que le chef de l'État actuel ne remplit pas les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Et nous espérons que pour une fois, il sera animé par la sagesse et par la raison et qui ne nous conduira pas vers une autre crise dans la volonté de son parti de demeurer au pouvoir, vaille que vaille, coûte que coûte, et au prix encore du sang des Ivoiriens. Okay. C'est ce message-là qu'on tenait à passer et nous sommes le PPACI et nous sommes obligés de défendre l'honneur de notre candidat, l'honneur de notre chef. Merci Fabrice Lago. Fanny Karim, vraiment en quelques secondes, s'il vous plaît. Mon dernier mot va à l'endroit du président Laurent Gbagbo et puis du PPACI. Et je voudrais demander au président Laurent Gbagbo et l'ensemble de ses camarades de se rappeler donc ces phrases les plus récentes pour dire que où il disait s'il ne peut pas être candidat, mais il laisse. Aujourd'hui, c'est la même situation pour lui. Donc, s'il ne peut pas être candidat, il n'a pas forcément à forcer. Et comme il l'avait si bien dit, l'article 45, d'après lui-même, était fait pour régler le cas Alassane Ouattara. Aujourd'hui, il y a une loi qui est là qui dit que si vous avez perdu vos droits civiques, vous ne pouvez pas être candidat. Et aujourd'hui, c'est dans cette situation donc, que le président Laurent Gbagbo est. Donc, il en tire toutes les conséquences. Parce que l'inclusivité des élections dont on parle, il ne s'agit pas des personnes. L'inclusivité ne veut pas dire que tout le monde doit être ou peut être candidat. L'inclusivité, c'est la possibilité de donner donc à l'ensemble des entités politiques, au moins dans un pays, de pouvoir candidater et tous les citoyens qui remplissent les conditions d'éligibilité. Merci. Non. S'il vous plaît, merci. Oui, je vais terminer. Donc aujourd'hui, si ces élections ne vont pas être inclusives et que l'opposition croit qu'elle a été exclue, c'est ceux qui sont à la tête de ces partis et qui savent qu'ils ne sont pas éligibles, ne peuvent pas être candidats et qui maintiennent les partis dans cette situation, c'est ceux-là qui seront en train de lutter contre l'inclusion. Alors, rapidement, je voudrais... Mais très rapidement. Rapidement, je voudrais dire à M. Blaise Lass de ne pas avoir l'indignation sélective quand il parle de diffamation, d'affirmation gratuite. Il dit qu'on ne va pas refaire le débat, s'il vous plaît. On est à la conclusion. D'accord, dans votre temps. Ton frère qui a dit, à mon absence, qu'on aurait payé un billet d'avion pour Kokora pour venir. Ça fait 3 fois au moins que vous le dites. Non, il faut que je lui rappelle que l'indignation sélective n'est pas bonne. Il faut lui donner des conseils parce que ce n'est pas responsable d'attaquer des gens alors que vous ne savez rien de leur vie. As-tu donc les preuves qu'on a payé un billet d'avion pour moi? Quand je dis Stéphane Tshipré a volé 4 milliards, mais je passe sur le contrat du Premier ministre Afingissa qui a dit qu'il a falsifié la signature du ministre Kofi Dibi, donc pour empocher 4 milliards dans la filière café cacao. Je ne crois pas que vous avez porté plainte contre le Premier ministre Afingissa. Donc je cite un témoin qui était quand même
responsable du FI lors de votre... Est-ce que c'est votre dernier mot? Est-ce qu'il peut... Non, frère. Mais c'est ce qu'on va faire. Je vais mettre fin à l'émission. Non, mais il faut... Donc, terminez, s'il vous plaît. Vous avez parlé ou bien tu es... Terminez. Terminez, s'il vous plaît. Nous sommes à la conclusion. S'il n'arrête pas, comment je peux terminer? Fabrice. Voilà. Non, mais regardez. Donc, je dis... Ce que j'ai dit, c'est avec des preuves. Vous n'allez pas reprendre, s'il vous plaît. Donc, ne reprenez pas. Je dis quoi? Donc, ils sont en train de terminer. Donc, terminez. Sans reprendre vos propos, s'il vous plaît. Je ne reprends pas mes propos, mais j'ai dit ce que j'ai dit. Ce n'est